Et donc salut à toutes et à tous les amis, c'est Darkoz pour parler ensemble du 21e chapitre de Boruto To Blue Vortex. Et merci d'être présent, merci d'être là, vous êtes des boss et on se retrouve maintenant de manière hebdomadaire, mensuelle, c'est un peu plus régulier. C'est un véritable bonheur, merci d'être autant présent en commentaire, d'être autant présent tout court. Vraiment, vous êtes des boss, je sais pas quoi vous dire, merci énormément, on approche doucement, encore une fois, des 100 000 abonnés. Donc merci, c'est un palier, on le prend et c'est que du kiff. Merci beaucoup. Petite information très rapide, mais ne vous en faites pas, je suis actuellement, et encore une fois, sur l'écriture du premier épisode de Naruto Origins. L'épisode 0 apparaît juste ici, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une rétrospective de l'œuvre Naruto, et actuellement, j'ai recommencé l'écriture de l'épisode 1 pour une seule et bonne raison, c'est que ça ne me plaisait absolument pas. Donc on fait un petit point Naruto Origins, parce que vous êtes beaucoup à le demander, mais ça ne me plaisait pas. Pour la faire simple, dans l'épisode 1 de Naruto Origins, j'avais commencé le montage et tout, mais il y avait des choses où j'accrochais pas pour la simple bonne raison que j'avais commencé au chapitre numéro 1 ou épisode 1, et donc j'avais commencé la rétrospective. Sauf que mon objectif avec Naruto Origins, c'est de faire la rétrospective la plus précise et la plus complète qu'on puisse trouver sur YouTube. Je veux vraiment faire en sorte que ce soit l'émission la plus carrée. Je veux que si un gars ne connaît pas Naruto, ne connaît pas Boruto, on lui dise bah va voir les vidéos de Darkoz, il n'y a pas plus complet. C'est con, mais je veux vraiment que ce soit ça pour YouTube et pour ma chaîne. Donc je n'ai pas commencé de manière épisodique ou dans l'ordre de parution, j'ai commencé une rétrospective dans l'ordre chronologique. Donc si tu connais Naruto et Boruto, tu sais par quoi je vais commencer. On va commencer par la chronologie tout simplement. Donc je suis sur l'écriture de l'épisode, il y a un pote fabuleux qui m'aide qui s'appelle Mehdi, et on va vraiment faire un truc carré tous ensemble, et vous allez voir les amis, on a préparé un truc avec Mehdi qui est spectaculaire, et rien qu'à écrire les vidéos et à voir les premiers visuels sortir, ce sera quasiment du jamais vu pour du Naruto, au niveau visuel, au niveau de ce qui va être vraiment proposé. J'ai mis la barre très haute, forcément ça prend du temps, mais il y aura des épisodes beaucoup plus réguliers. Ce sera sûrement 1 ou 2 épisodes par mois pour votre plus grand plaisir, je pense aussi, parce que vous êtes beaucoup à le demander. Donc voilà, je suis trop content. Les premiers visuels sortent, c'est un vrai kiff. Et voilà, soyez patients. Le premier épisode va arriver. Je sais pas trop quand, mais ça va arriver. Au mois de mai, je pense. Ça, c'est trop cool. Bref, To Blue Vortex, on est là pour ça de base. Donc, comme je vous l'ai dit, on va parler ensemble du 21e chapitre de Boruto To Blue Vortex qui est mis sous le signe de Sarada versus Ryu. De toute façon, on ne peut pas dire grand-chose, hein. C'est le Mangekyo, le nouveau pouvoir de Sarada, tout le monde en parle, c'est le truc qui cartonne sur Boruto actuellement. Donc forcément, c'est un kiff, c'est un plaisir. On valide! Lors du dernier chapitre, j'ai donc fait une théorie expliquant que Araya est bel et bien un marionnettiste, qu'il possède également son Shuo et qu'il aime bien combattre à distance. Donc j'avais fait la théorie de vous dire et de me dire aussi à moi aussi, Araya n'est pas vraiment vaincu, il y a sa marionnette quelque part, il va aussi utiliser son Shuo pour sauver Yodo. J'avais faux surtout, parce que Yodo est morte et Araya n'est plus marionnettiste de ce qu'on peut voir. Le gars ne maîtrise plus les pantins. Il a oublié qu'il en était un, il a oublié qu'il était l'élève de Kankuro. Enfin, c'est bizarre. Mais en tout cas, Araya et Yodo sont inexistants du chapitre et c'est fini pour la jeune femme de Suna. Donc ma théorie n'était pas du tout bonne, j'ai tort sur toute la ligne. Par contre, ce que j'aime indirectement, c'est que là, Araya, il a quasiment tout perdu. Araya était amoureux de Yodo et elle est morte, donc il a perdu son amour. Son meilleur pote Shinki, pour l'instant, il est scellé. Son Kage, Gaara, il est entre la vie et la mort. Et son maître Kankuro, il a pris la relève Asuna. Et Kankuro, il est complètement perdu parce qu'il veut pas que Temari soit au courant de la situation. Et en plus de ça, il est tellement PLS mentalement qu'il appelle à l'aide à Konoha. Donc il envoie un SOS à Shikamaru pour avoir de l'aide. Donc Araya est dans l'une des pires situations. Il a perdu sa meuf, son meilleur pote est plus là, son maître est plus là, son Kage est plus là. Enfin, le gars a vraiment tout perdu lui aussi. Donc, j'attends maintenant des choses de Araya en tant que personnage.
Oui, monsieur. Pour rappel, à la fin du chapitre, la Team 7 va donc récupérer l'épine de l'âme de Ryu et obtient donc la capacité de ramener Shinki parmi le monde des shinobi. Mais au moment où il sera décellé, il va donc découvrir que son ami Yodo est morte. J'espère donc qu'il va y avoir un développement entre Shinki et Araya, un sentiment d'impuissance, de ne pas avoir été présent, de perte, de deuil. C'est un parfum qui va devoir normalement être dans l'air. Parce que c'est comme si Sarada et Boruto avaient perdu Mitsuki. Il y a forcément un truc qui va devoir être présent et un truc extrêmement fort. Logiquement. Shinki pourrait aussi en vouloir à Araya de ne pas l'avoir protégé avec le pouvoir qu'il lui avait confié, et inversement, Araya pourrait sûrement en vouloir à Shinki de s'être sacrifié pour Gaara en expliquant que si ce dernier avait obéi aux ordres comme l'avait demandé le Kazekage, eh bien Yodo serait toujours vivante. Alors oui, ce serait un sentiment très égoïste des deux shinobi, mais qui serait très intéressant à développer. En fait, j'espère juste qu'ils vont pas déceler Shinki et déceler Gaara et faire « Tiens, Yodo est morte » et que les gars disent « Bon bah ok, c'est dommage, c'est triste » et ils passent à autre chose. Là vraiment, il y a la sensation d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir perdu l'un de leurs meilleurs potes, et mélangé à ça, il y a aussi des gars qui étaient amoureux d'une fille. Il y a quand même un espèce de triangle amoureux chelou, puisque Yodo était amoureuse de Shinki, Araya était amoureux de Yodo, donc il y a quand même un triangle amoureux là-dedans. J'espère limite que Shinki et Araya vont un peu s'embrouiller en mode t'aurais dû être présent, t'aurais dû être là, si t'avais obéi à Gaara, si t'étais venu avec nous, peut-être qu'elle serait pas morte. Donc j'espère que ça va un peu piquer, et qu'il n'y aura pas juste un « Ah ok, bon viens on l'enterre ». J'espère. Kishimoto fait les choses jusqu'au bout, déjà qu'elle n'ait plus ses pouvoirs avec les ondes sonores et tout, déjà qu'elle n'a pas été développée très bien, déjà qu'elle ait été éclatée au sol. Faites au moins en sorte que son deuil et son enterrement soient faits de manière un peu tragique, s'il vous plaît. Et chose encore plus terrible, c'est que Jura intervienne, qu'il récupère l'épine de l'âme de Ryu et de Matsuri, et que les deux reviennent à la vie, chapitre 22 ou 23, et qu'on se rende compte que tout ça a été fait pour rien. Ce serait incroyable, et j'espère aussi. Ce serait dramatique, ce serait chiant, et ce serait très drôle à la fois. Oh là là, un kiff. Bref, parlons maintenant du coup du Mangekyo Sharingan de Sarada. Dans tous les cas, vous le savez, la vidéo d'aujourd'hui sera beaucoup dédiée à Sarada et son nouveau pouvoir, puisqu'il y a maintenant plusieurs vidéos durant le mois pour revenir point sur les moments qui m'ont saoulé, ou que j'ai beaucoup aimé, ou encore des théories. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs le mois dernier avec plein de sujets de vidéos, que vous avez d'ailleurs plus ou moins kiffé. Je le spoil maintenant, la prochaine vidéo parlera de Konohamaru et elle sera extrêmement salée. Et ça, on va kiffer. Vous voulez un Darkose qui gueule? Allez à la prochaine vidéo. Ça sera incroyable. Ça m'énerve déjà rien qu'y penser. Lors des derniers jours, j'ai donc proposé une vidéo théorie qui parlait un peu de Sarada et de son hypothétique pouvoir. J'expliquais donc qu'elle avait un lien avec Amanozako et Saraswati, ainsi qu'un pouvoir lié au trou noir. Et en gros, une nouvelle fois, j'ai eu faux sur toute la ligne, c'est pas du tout bon, ma théorie est pas bonne du tout. On apprend donc dans le chapitre numéro 21 qu'il ne s'agit pas en fait de trou noir, mais qu'elle a comme capacité celle de jouer sur la gravité et de choisir l'objet de son influence avec un simple regard. Elle va donc pour cela créer des sphères de gravité qui attirent tout ce qu'elle souhaite dans une autre dimension de ce que l'on pourrait comprendre. Alors pourquoi je parle d'autres dimensions? C'est parce que la limaille de fer est attirée vers les sphères et au moment de les toucher, ça disparaît quelque part. On voit bel et bien que la limaille de fer disparaît quelque part. Pour l'instant, on ne sait pas où, mais de ce qu'on voit, ça a pu disparaître. Mais néanmoins, Sarada pourrait choisir ce qu'elle fait disparaître et ce qu'elle décide de confronter à une sorte de gravité ou à un mur physique invisible. Et donc, le Mangekyo de Sarada et cette fameuse capacité s'appelle donc le Oirume. Donc voilà, le Oirume. C'est sympa, c'est joli, ça sonne bien. J'aime beaucoup, je valide. Mais dans tout ça, c'est quoi le Oirume par rapport à Izanagi, Izanami, Amaterasu, Susanoo et tous ces dieux japonais? Est-ce qu'il y a encore une fois un lien là-dedans, alors que j'ai parlé moi de Amanozako ou de Saraswati? Eh bien, pour la faire très simple, dans les légendes japonaises, la déesse Amaterasu possède plusieurs noms et variations. La plus connue étant donc Amaterasu Omikami, signifiant ainsi la grande déesse Amaterasu. Mais elle est désignée dans le Nihon Shoki par une multitude de variations, comme par exemple le fameux Oirume no Muchi. Donc c'est de là que vient la technique et le Mangekyo de Sarada.
En fait, c'est juste une Amaterasu, mais avec un autre nom qui existe dans le folklore japonais. C'est un peu comme un synonyme, pour la faire très simple. Le pouvoir de Sarada est donc directement en lien avec la déesse Amaterasu, qui est, pour rappel, la déesse du soleil, de la lumière et du ciel. Alors forcément, il faudra maintenant faire attention à Amaterasu, qui est la technique de Itachi et Sasuke en lien avec la déesse japonaise, donc les flammes noires, Amaterasu, et maintenant Ohirume, qui est en lien aussi avec Amaterasu, mais via le Mangekyo de Sarada. Donc on a deux liens avec Amaterasu, mais qui sont des techniques différentes. Il faudra juste faire attention à ça au cas où. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de dissocier vraiment Ohirume de Amaterasu, même si ça revient à la même chose. Mais les noms sont différents, et c'est très cool, et c'est obligatoire d'ailleurs. Il n'y a pas le choix. En tout cas, capacité extrêmement stylée de la part de Sarada, c'est très classe, et je crois que c'est la première fois que je ressens vraiment une hype et que je vois vraiment un vrai style de la part de Sarada. Parce que, à mes yeux, ça, c'est sympa, ça, c'est sympa, ça aussi, c'est sympa, mais par contre, ça, c'est extrêmement badass et c'est extrêmement stylé. Lors du chapitre numéro 20, j'avais vraiment peur d'avoir une espèce de Sarada qui copie des techniques cheloues. Il y avait toutes les théories comme quoi c'était en lien avec Kamui et tout, de la part des fans bien sûr. Mais j'avais vraiment peur qu'on parte là-dessus. Là, c'est autre chose et je kiffe. Il y avait des créateurs de contenu qui disaient que c'était en lien avec tous les autres possesseurs de Sharingan, donc avec les techniques de tout le monde. Ça aurait été ça, ça aurait été catastrophique tellement que c'est à mes yeux. Je dis bien à mes yeux, c'est bidon. Je vois pas pourquoi j'aurais fait ça, ça aurait été une catastrophe. Mais là, en tout cas, il y a une capacité propre à elle, avec un truc technique et stratégique. Et là, c'est extrêmement cool de pouvoir en fait contrôler la gravité et choisir l'objet qui va être influencé par la gravité en personne. J'envoie des postillons, c'est une dinguerie, c'est des missiles les trucs. Sarada prend donc enfin conscience de ses capacités et elle semble surtout se diriger vers un objectif qu'elle a depuis enfant, l'objectif de devenir Hokage dans les années à venir. Au niveau de ses capacités, donc, Ohirume aide donc Sakura à faire disparaître des jutsu ou bien à les renvoyer contre leur utilisateur. Pour la faire simple, tout dépend de là où elle va mettre du coup les points de gravité. Si elle les met derrière l'utilisateur, il va se bouffer son attaque dans la gueule. Donc, encore une fois, c'est là où je parle de stratégie. Son pouvoir de gravité va avoir beaucoup d'aspects, beaucoup d'utilisations différentes. Tout dépend de comment elle va les placer et les utiliser. Par exemple, grâce à Ohirume, Sarada va maintenant pouvoir commencer à voler dans le ciel parce qu'elle va placer 4 sphères autour d'elle, qu'elle va utiliser l'attaque sur elle-même pour avoir en fait une gravitation entre les 4 points et se lever dans le ciel. Donc, ça dépend de comment ça va être fait, mais normalement, Sarada peut maintenant voler, logiquement. Et pour se déplacer vraiment dans le ciel comme le fait Kawaki au Boruto, elle devra juste, logiquement, placer une boule de gravité devant elle non-stop et voler grâce à ça. Normalement, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, information plutôt cool, Sarada peut maintenant voler et avoir des combats aériens comme Kawaki et Boruto. De toute façon, on se doute bel et bien que le combat contre Shibai sera un combat aérien dans l'espace ou dans le ciel. Donc, pour moi, les Shinobi vont devoir commencer à voler pour avoir un combat à la Super Saiyan sur la fin. C'est indéniable, hein. Vive Dragon Ball. Et tout cela est en lien avec un seul de ses yeux, car comme je l'expliquais dans ma dernière vidéo, avec le Mangekyo, nous avons une capacité pour chaque œil de l'utilisateur. Donc, Ohirume est l'un des 2 pouvoirs disponibles, l'autre est pour l'instant complètement inconnu, mais on peut faire des théories là-dessus. Et ça, c'est extrêmement cool. Donc tu vas me dire, Darkoz, selon ta théorie et ton analyse, c'est quoi le second pouvoir de Sarada si le premier c'est la gravité? Eh bien, je pense qu'à ce moment-là, le deuxième pourrait être en lien avec la masse, parce que c'est ce qui vague la gravité, très souvent. De cette manière, Sarada pourrait neutraliser des techniques immatérielles ou au contraire rendre tangible quelque chose qui est abstrait, comme par exemple l'omnipotence de Hada. Ça, c'est une chose que j'avais bel et bien expliqué dans ma dernière vidéo. Sarada pourrait, comme Saraswati, dévoiler la véritable vérité et donc contrer le Shinjutsu d'Hada. Vous étiez également nombreux à me dire qu'il y avait un lien entre le Mangekyo de Sarada et puis l'œil de Hada, puisque Hada a l'œil de la lune, Sarada a l'œil du soleil, et on avait l'impression que le Mangekyo de Sarada pouvait contrer l'omnipotence. Au final, c'est pas trop ça, c'est expliqué différemment,
mais si Sasuke a pu se libérer de ça ou prendre conscience de quelque chose, c'est tout simplement parce que Sasuke a une connaissance parfaite du clan Uchiha, et il sait très bien que si Sarada a éveillé un Mangekyo, c'est parce que quelque chose de beaucoup plus sombre et ténébreux que Boruto de Wano Kenin est en train de se passer. Donc c'est en voyant Sarada éveiller le Mangekyo qu'il s'est dit « Putain, il y a un truc chelou qui se passe », pour qu'elle puisse éveiller le Mangekyo et pour qu'elle puisse me dire de vive voix « Sauf Boruto, c'est pas lui le traître, tout était manigancé et tout », Sasuke s'est dit « Bah putain, si ma fille est dans cet état-là pour éveiller le Mangekyo, c'est qu'il s'est vraiment passé quelque chose, donc je vais décider de la croire. » C'est plus de la croyance d'un Uchiha expérimenté que un Dojutsu qui lui a fait croire le contraire ou qui a brisé l'omnipotence. La théorie là donc était pas bonne, c'était juste en fait de l'expérience et de la logique de Sasuke, ce qui est aussi extrêmement bien vu, attention. Donc encore une fois, vous étiez nombreux à me dire que Sarada et Ada avaient un lien via la forme de leurs yeux, mais je pense encore une fois qu'il faut surtout maintenir le lien entre Boruto et Sarada, le Jogan et le Mangekyo, puisqu'on peut apercevoir plus ou moins que le dieu parfait, selon Ishiki, possède des Jogan. Donc on sait que le Jogan devrait arriver un jour, il va devoir arriver un jour, on ne sait pas quand, mais le Jogan arrivera. Et à ce moment-là, il y aura un lien avec la lune, il y aura un lien avec tout ça. De toute façon, le Jogan a un lien avec Toneri, avec la lune, tout ce bordel-là. On ne sait pas quand ça va arriver. Je ne dis pas que le lien entre Sarada et Ada n'est pas bon. Il est très juste et c'est très intéressant. Mais je pense aussi qu'il y a un lien très cool et intéressant à faire entre Jogan et Mangekyo. Voilà, c'est mon avis. Je n'ai pas bon sur tout, j'ai pas raison sur tout, mais je pense qu'il faut vraiment garder ce lien-là en tête. Donc, comme je le disais, c'est une analyse plus que pertinente, puisque aujourd'hui, nous sommes à 2 doigts de découvrir que Sarada contrôle, comme je le disais, la gravité et la masse. Et si vous ne voyez pas ce que tout cela pourrait donner, on peut prendre, si je ne me trompe pas, en comparaison les capacités de Yuki Tsukumo dans Jujutsu Kaisen, qui peut justement, grâce à sa technique, ajouter de la masse infinie à ce qu'elle touche. Donc, encore une fois, Jujutsu, c'est une autre dimension, il y a beaucoup d'infini, de pouvoirs très cheatés, mais dans l'idée et la symbolique de ce qu'on peut faire sur de la masse, c'est assez intéressant. Je ne dis pas que ça va être un copier-coller, attention, mais on pourrait s'y rapprocher très fortement. Yuki Tsukumo, avec son sort, plus elle frappe, plus l'impact devient titanesque. Car même si l'objet n'a pas l'air plus lourd visuellement, la masse réelle est démultipliée. Et si ma théorie est bonne, ça veut dire qu'avec la gravité, elle va donc pouvoir contrer ses ennemis à distance et les envoyer bouler quelque part ou bien les faire disparaître à distance. Et avec la masse, elle va donc pouvoir devenir quasiment inarrêtable et imprenable au corps à corps. Ce qui est, encore une fois, très intéressant et ce qui est important quand même de faire avec Sarada qui a comme capacité quand même la force brute. Car Sarada pourrait déjà analyser les mouvements avec ses yeux, puis utiliser la puissance physique de sa mère, qui est déjà titanesque, multipliée aux effets de la masse, c'est-à-dire que plus elle frappera son ennemi, plus son corps sera lourd et sa vitesse chutera. Il y aura un espèce d'effet à la Baryon Mode où plus elle frappe, plus elle prendra l'avantage. Et si elle arrive du coup à mélanger la gravité à distance et la masse au corps à corps, logiquement, Sarada va être extrêmement chaude et extrêmement puissante. Tout cela additionné à un Susanoo. Quand même. Dans tous les cas, il ne faut pas oublier que Sarada est faite pour être une shinobi, une kunoichi très polyvalente. Donc, dans son écriture, elle est faite pour être un peu au corps à corps comme Sakura et à distance comme Sasuke. Elle est écrite comme ça, elle est faite pour être comme ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis que maintenant qu'on a découvert la gravité, le plus intéressant qu'est-ce qui se passe? Je sais plus parler en fait. Et du coup, je disais que maintenant qu'on a découvert la gravité, le plus intéressant va être maintenant de lui donner le pouvoir de la masse et du contrôle de la masse. Ce serait incroyable. Si elle touche des personnes, elle peut les plaquer au sol ou bien rendre leur corps de plus en plus lourd. Ce serait phénoménal. Sinon, je ne parlerai pas ici de sa perte de vue au niveau des Mangekyo et de ce qu'elle pourrait faire au niveau des greffes avec les Shin, les Sasuke et j'en passe. J'ai fait ma dernière vidéo sur le sujet là quasiment, donc allez la voir, j'ai pas mal évoqué le sujet et il y aura la réponse à vos questions dedans. Néanmoins, vous étiez également assez nombreux à me dire que les yeux de Sasuke se trouvent toujours dans l'un des repères de l'Akatsuki. C'est une information qui est extrêmement vraie, qui est extrêmement bonne, qui est extrêmement intéressante, et je vais du coup réexpliquer un peu la chose pour ceux qui l'avaient un peu oublié.
À l'époque où Sasuke perdait la vue sur ses propres yeux, il a donc voulu faire la greffe des yeux de Itachi et il a demandé à Obito, bah vas-y, greffe-moi les yeux de Itachi, qu'on passe à quelque chose et que je puisse du coup récupérer la lumière. Obito, il a donc commencé l'opération et la greffe des yeux, donc il a retiré les yeux de Sasuke et il a mis les yeux de Itachi à la place. Donc actuellement, les yeux de Sasuke sont ceux de Itachi, mais les yeux de Sasuke sont bel et bien quelque part. Les yeux d'origine, ceux avec laquelle en gros il est né. Donc la théorie voudrait dire que quelque part dans un repère de l'Akatsuki, il y a les yeux de Sasuke qui attendent bien sagement à l'ombre. Encore une fois, la théorie est super intéressante, elle est super cool et je la valide très fortement, mais j'y crois pas. J'y crois pas des masses et je vous explique pourquoi. Pourquoi ça ne me plaît pas et pourquoi je n'y crois pas, c'est parce que Kishimoto a tendance déjà à oublier les personnages les plus importants de son œuvre. Par exemple, Naruto a disparu, Sasuke a disparu, et Sakura garde son rôle de femme au foyer par exemple. La fille reste faire la vaisselle. C'est pas une critique sexiste, mais en fait Sakura ne devient quasiment que ça dans Boruto. Quand tu la revois, elle est dans sa maison, soit elle fait à manger pour Sarada et Sasuke, soit elle fait la vaisselle. Et en vrai, souvent quand on la voit, c'est pour ça, tu vois. Elle est souvent chez elle, la fille. Donc je me dis, si la Team 7 a à moitié été décimée, et que Sarada ne bouge même pas son cul pour sauver son meilleur pote et son mari, j'ai du mal à croire que Kishimoto va trouver un prétexte pour retrouver les yeux de Sasuke dans un repère de l'Akatsuki qui ont été laissés il y a 18 ans quand même, parce que ça arrivé avant la 4ème Grande Guerre Ninja, et là on est arrivé quand même à l'époque de Boruto qui est quasiment adulte, donc ça veut dire que ça fait 18 ans que les yeux sont quelque part, donc forcément je sais qu'ils sont dans un liquide, ils sont dans un truc conservatoire, je m'en doute, comme Itachi l'avait montré, mais je me dis quand même, j'ai du mal à croire que Kishimoto va ressortir le truc du « Ah ouais, mais vous vous souvenez pas des yeux qu'il avait il y a 18 ans, à peu près, dans la chronologie du manga et tout en fait, là, les yeux, ils vont être réutilisés. Donc, ça peut être bien foutu. Et s'il le fait, c'est un coup de génie. Mais par contre, ce sera un peu du foutage de gueule, parce qu'il va se souvenir des yeux qu'il a laissés il y a 18 ans en arrière, mais par contre, pour faire en sorte que Kakashi ou Sakura soient utiles, là, il n'y a pas de prétexte, il n'y a pas d'excuse, c'est juste, ah non, du coup, ah non, je sais pas, c'est vrai que Sakura, j'avais un peu oublié, Kakashi attaqué. Ah non, 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 on l'a pas dessiné une seule fois en 10 ans, mais t'inquiète, t'inquiète. En fait, ça m'énerverait plus qu'autre chose, ce serait un coup de génie, mais en même temps, j'aurais ce truc, cette frustration de me dire, putain, si Kishimoto se souvient des yeux d'origine de Sasuke dans un repère de l'Akatsuki, mais qu'il est incapable de nous ramener une Sakura ou une Kakashi, ça m'énervera un peu. Mais l'idée est intéressante, la théorie est très cool. Mais j'espère qu'il le fera et en même temps pas trop non plus. Je tiens à être sincère. Dans tous les cas, il n'y a rien à dire. Je trouve extrêmement cool Sarada avec son Mangekyo. Elle est très badass. Le moment où elle a les cheveux qui lévitent, qu'elle a l'œil qui saigne et tout. Franchement, j'ai eu mon petit lot de frissons et c'est un vrai kiff. J'ai rien à dire là-dessus, c'est un vrai kiff. Il y a aussi une petite explication qui est donnée de pourquoi Sarada ne l'a pas réutilisé entre-temps. Pour la faire simple, quand elle a éveillé le Mangekyo à ses 12 ans, elle s'est pas vraiment rendue compte de la chose, ça a été instinctif. Et là, du coup, à ses 15-16 ans, c'est son premier vrai éveil avec la mort de Yodo. C'est un peu comme Kakashi à l'époque, qui avait éveillé le Mangekyo en voyant Rin mourir, mais après, il a vraiment réutilisé et vraiment contrôlé, entre guillemets, tome 29-30 en affrontant Deidara. Donc voilà, c'est un peu la même histoire, il y a eu un premier éveil où elle s'est pas trop rendue compte de la chose. On a eu le même cas avec Sasuke à l'époque du massacre du clan Uchiha, où Sasuke avait déjà éveillé le Sharingan la nuit où Itachi avait tué toute sa famille. Il avait éveillé le Sharingan à un Tomoe. Et après, il y a eu un second éveil face à Aku, et c'est son vrai éveil, là il le savait. Donc c'est souvent un truc qui est présent chez les Uchiha, c'est une sorte d'éveil sans s'en rendre compte, un éveil instinctif, puis un éveil officiel, si on peut appeler ça comme ça. Donc il y a une explication, et c'est cool, c'est intéressant, parce que j'étais également l'un des premiers à gueuler en disant « ça me casse les couilles » parce que là, Konoha se fait attaquer par Code et les crasses d'ongles, et elle ne fait rien, elle n'utilise pas son Mangekyo et ça me casse les couilles. Donc Kishimoto donne une réponse, elle n'en avait pas réellement conscience et c'est donc grâce à la mort de Yodo qu'elle a pu le réutiliser, le réactiver grâce à un espèce de choc émotionnel et grâce au fait qu'elle ait réalisé
qu'elle se donnait pas à fond, qu'elle laissait un peu les choses de côté. En tout cas, Sarada explique qu'elle est maintenant prête à foncer vers le trône de Hokage, et c'est extrêmement cool parce que Konohamaru, il ne faut pas lui laisser la place de Hokage, cette grosse fraude sa mère. Et puisque j'ai encore un peu de temps sur la review d'aujourd'hui, on va un peu quitter le chapitre Sarada et on va parler un peu de Boruto Uzumaki et de Kashin Koji avec une alliance qui va plus ou moins partir en couille, je pense. Pour rappel, Kashin Koji a menti à Boruto sur la mission Asuna, car il expliquait qu'en envoyant Yodo, Araya, Mitsuki, Sarada et Konohamaru à la rencontre de Ryu et Matsuri, Ryu aurait été vaincu en premier, puis les enfants auraient rejoint Konohamaru afin de vaincre Matsuri. Ça, c'était donc le plan initial, et c'est donc ce que Kashin Koji a raconté à beaucoup de monde, que ce soit à Shikamaru ou à Boruto. C'était le plan de base, c'est ce qui devait se passer de base. Cependant, on a découvert très rapidement que Koji avait menti à Boruto pour assurer la réussite de la mission. En réalité, il devait y avoir des pertes et des morts pour vaincre les Shinjuego à Asuna. C'était nécessaire, c'était obligatoire, et du coup Kashin Koji a vu un futur alternatif et il a raconté une fausse vérité pour qu'on lui obéisse et pour qu'on fasse comme lui le voulait. Pas très réglo, mais bon. La mort de Yodo était en fait nécessaire pour obtenir le Mangekyo afin de pouvoir vaincre Ryu, mais c'est aussi un élément qui aurait fait perdre du temps à l'équipe de Sarada, et donc il serait arrivé trop tard pour Konohamaru. On comprend donc que dans la vision de Kashin Koji, les adolescents auraient bien évidemment rejoint leur sensei, mais ce dernier serait mort à leur arrivée. Donc, on peut comprendre en collant les morceaux que ça, c'est donc une vérité et une direction que Kashin Koji, c'est l'un des futurs alternatifs qu'il a vu. Ça s'était donc passé comme ça de base. Yodo est morte, éveil du Mangekyo, ils ont battu Ryu, ils ont rejoint Konohamaru, il était mort, et ils ont battu Matsuri. Mais en tout cas, pour Kashin Koji, il était obligatoire que Konohamaru et Yodo meurent pour récupérer 2 épines de l'âme. Mais bon. Il a mytho, quoi, c'est un peu un bâtard, et en même temps, je le comprends. Cependant, Boruto refuse d'écouter les avertissements de Kashin Koji et rejoint la bataille pour sauver la vie de Konohamaru. Boruto tue Matsuri très rapidement d'ailleurs, mais il attire par le même biais l'attention de Jura, qui arrivera dans quelques secondes dans le chapitre numéro 22 de Two Blue Vortex. D'ailleurs, on en reparle, mais l'arrivée de Boruto est quand même extrêmement stylée. Il apparaît très rapidement avec le médaillon que Mitsuki avait retrouvé. Il fonce sur Matsuri, il la termine, il a finito. Alors Matsuri était quand même bien affaiblie, attention, parce qu'elle avait le bas de son corps qui était arraché, elle avait plus ses bras, elle avait plus grand chose, donc Boruto a réussi en fait à couper sa tête. Il restait quasiment plus que ça, il restait le buste et sa tête. Donc Boruto l'a finito, elle était quand même bien affaiblie encore une fois, parce que j'ai vu des commentaires qui disaient attends, Boruto il est one-shot un Shinjuego, c'est n'importe quoi. Oui, il a one-shot un Shinjuego, mais qui était quand même très affaibli par Konohamaru, parce qu'il lui manquait quand même 2 tiers de son corps, on va pas se mentir. Et petit détail très cool que vous avez toutes et tous vu déjà, c'est Konohamaru qui regarde dans la direction de Boruto quand il vient d'apparaître, et il a à peine le temps de regarder Boruto, que Boruto est déjà revenu ici, et du coup sur la case on voit que Boruto déchiquette Matsuri, mais Konohamaru regarde toujours dans la direction où Boruto est apparu, signe de la vitesse à laquelle il va. Le gars va tellement vite que Boruto va... J'arrive pas à parler en fait, il se passe quoi ce soir là? J'arrive pas à parler, sur un AVC putain. Mais du coup, Boruto va tellement vite dans sa vitesse, du coup, c'est le but d'une vitesse, que Konohamaru n'a pas le temps vraiment de réaliser son déplacement. C'est un détail très con, mais très stylé. Bravo Ikemoto, si c'est toi qui as eu l'idée, t'as un boss, très classe. Pourquoi je fais un AVC, ça me cache les couilles, putain, j'arrive pas à parler ce soir là. En tout cas, la confiance entre Boruto et Kashin Koji n'est donc plus à jour, puisque ce dernier a encore une fois menti à Boruto et Shikamaru lors de leur alliance, et le héros a désobéi à Koji pour sauver son maître. Donc dans le prochain chapitre, Boruto va donc risquer la mort, parce que Jura va débarquer d'un moment à un autre, il va se TP, je ne sais comment, et ça va être la merde encore une fois. Et Boruto va sûrement foutre le plan en l'air et je vous explique pourquoi, encore une fois. De base, Jura n'a pas pour objectif d'intervenir et de sauver Matsuri ou Ryu. Il est d'ailleurs un peu égoïste, un peu solo comme gars, tu vois. S'il peut les sauver, il le fait s'il est là. Mais Jura n'avait pas l'intention d'intervenir dans le combat pour sauver le cul de tout le monde, tu vois. Jura reste dans son coin, il lit son livre, il voit la chose à distance, mais il compte pas spécialement intervenir. Il compte seulement arriver à Asuna,
si Boruto intervient lui aussi. Donc maintenant, il faut voir le truc que Boruto est intervenu, donc Jura va arriver à Asuna, et si Jura est à Asuna, il va vouloir tuer Boruto, et s'il voit les épines de l'âme de Matsuri et de Ryu flotter dans le ciel, bah, il va aussi les récupérer. Et s'il les récupère, bah, du coup, il va aussi pouvoir ressusciter Matsuri et Ryu. Donc en fait, à cause de Boruto, puisqu'il a intervenu, il y a un fort risque de résurrection de Ryu et de Matsuri dans le QG des Shinju Ego. Et toute la mission là n'aura servi à rien, ça aura juste servi à éveiller un Mangekyo dans un premier temps. Et ça aura juste, voilà, ça aura servi à perdre Yodo, à avoir des morts, quoi. Donc Boruto risque vraiment de niquer le plan, de niquer le game. Ça peut être intéressant. Parce que, encore une fois, l'alliance Kashin-Koji avec Boruto, avec Shikamaru, va sûrement se briser. Il n'y aura plus de confiance, ça va péter un peu. Yodo sera morte pour rien. Et dans un second temps, Boruto risque de mourir. Et les Shinju Ego qu'ils ont galéré à tuer risquent de revenir à la vie. Donc voilà. C'est un truc à voir et à penser. En fait, j'arrive juste pas à me dire que Jura va intervenir à Suna et qu'il va pas récupérer les épines de l'âme. C'est trop logique, c'est trop simple. Je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas. À moins que Jura devienne très égoïste d'un coup, ce qui pour l'instant ne lui ressemble pas parce qu'à Konoha, il a sauvé Hidari. Pourquoi à Konoha, il sauverait Hidari et arrivé à Suna, il sauverait pas les deux autres? Ce serait un peu con. Mais voilà, pour l'instant, je vois juste pas, je me répète, hein, mais je vois pas pourquoi Jura serait dans le désert à côté des épines de l'âme et qui penserait pas à les récupérer. Donc, Boruto a sûrement condamné la mission entière, et il a sûrement condamné tout le monde. Donc, Konohamaru devait mourir. Et pourquoi il n'est pas mort d'ailleurs? Je voulais que Konohamaru meure, je voulais que Konohamaru meure. J'avais l'espérance qu'il fasse une invocation, qu'il fasse un truc, qu'il combatte, qu'il fasse un truc intéressant. Mais il l'a pas fait déjà, il me casse les couilles ce personnage, il me saoule. Et en plus là il reste en vie pour rien, ça me saoule. Konohamaru il devait crever, ce perso je peux plus le voir, il me saoule. Du coup la prochaine vidéo parlera de Konohamaru, je vais cracher mon venin. Donc si vous voulez avoir un Darkos vénère qui crache son venin sur quelqu'un, allez à la prochaine vidéo. Ça va me saouler, je vais pas mal râler mais en même temps j'ai besoin de le faire. J'ai besoin de décharger un peu là. En tout cas, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir vu la vidéo du chapitre numéro 21 de Two Blue Vortex. Il y aura donc bel et bien d'autres vidéos dans le mois, d'autres théories, d'autres analyses sur l'univers de Two Blue Vortex. Et on espère sortir dans le mois de mai Naruto Origins épisode numéro 1. Je vous fais plein de gros bisous. Like, commente, abonne-toi, Twitter, Instagram et tout ça. Voilà, plein de gros bisous. Moi je vous kiffe et je vous dis à très vite pour une vidéo très pimentée sur Konohamaru. Très pimentée. Allez, date tes bassos.